Bonjour à tous, bienvenue pour votre journal hebdomadaire du district de Nyon. Au sommaire de ce 31 janvier, une première page consacrée à l'actualité nyonnaise. Tout d'abord le 73e Giron de Nyon et puis au futur de Chancolin qui devrait accueillir prochainement plus d'artisans et plus de loisirs. En deuxième partie d'émission, on s'intéressera au bilan de mi-législature de l'exécutif glandois. Et enfin, on s'intéressera à la saison du bûcheronnage. Pour commencer, rencontre avec le futur secrétaire général de Paléo. Il est là, il est avec nous et c'est Mario Fossati. Mario Fossati, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va revenir sur votre parcours. Vous quittez justement un poste en tant que journaliste à la RTS pour devenir futur secrétaire général de Paléo à partir du 9 septembre. Pourtant, Paléo et vous, ça a toujours été une grande histoire d'amour puisque vous commencez tout d'abord en tant que bénévole. Qui sont d'ailleurs des années folles pour vous. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer en quoi était votre rôle? Bon, moi, j'ai grandi dans la région, donc dès l'âge du premier boguet, j'étais au festival comme festivalier. Et puis, j'ai commencé à l'année de mes 17 ans comme roadie sur la grande scène. Les roadies, c'est les techniciens, ceux qui déchargent les camions, etc. Puis vous imaginez, à 17 ans, vous vous retrouvez sur la grande scène de Paléo, avec la foule, avec les concerts, les artistes, etc. C'était dingue, franchement, c'était dingue. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à travailler plus pendant l'été. Donc, avant le festival, on faisait de l'affichage. À l'époque, on ne vendait pas tous les billets en quelques heures. Donc, il fallait aller coller les affiches, tracter un peu partout, jusqu'à Lyon, en Suisse alémanique, etc. Donc, on faisait ça. Et puis, après, il fallait construire le festival. Enfin, j'y passais un peu mon été, quand j'avais entre 18 et 20 ans, comme ça. Et puis, voilà, ça reste... Je pense que quand on a 20 ans et qu'on travaille à Paléo, c'est une forme d'utopie. Finalement, c'est le monde du travail, mais sans les... On vit un rêve quelque part. Ouais, c'est vraiment un rêve. C'est vraiment un Comment rêve. vous gériez du coup cette pression et ce contraste finalement? Vous êtes un gamin à cette époque-là, vous nous l'avez dit, des artistes qui sont là devant vous. Comment vous gérez tout ça à ce moment-là? Bon, déjà avec la banane, c'est vraiment... franchement... Non, mais on ne voudrait pas être ailleurs. Ça passe trop vite. Moi, j'ai des souvenirs où on arrivait... Après, on démonte, donc on arrivait le lundi matin à la fin du festival, très fatigué, mais un peu avec une espèce de vague à l'âme, de se dire c'est déjà fini, vivement l'année d'après. Donc, oui, à la fois c'est du travail, on est jeune, on est plongé dans le monde du travail, puis en même temps, c'est pas vraiment le travail parce qu'il n'y a pas toute cette logique du salariat, c'est le bénévolat à Paléo qui est assez particulier. Et vous quittez ce poste de bénévolat pour entrer au comité d'organisation en 1991. Donc finalement, la volonté d'entrer dans l'organisation même du Paléo, elle est là très tôt. C'est une particularité de Paléo, c'est aussi de confier des responsabilités pendant le festival à des gens très jeunes, en tout cas plus jeunes qu'on le ferait dans le monde de l'économie et du travail. Donc moi, on m'a confié la responsabilité de la grande scène, la co-responsabilité, on était deux quand j'avais 23 ans. Donc j'étais encore un gamin pour gérer un plateau pareil. Et puis à partir de là, on est dans l'organisation du festival toute l'année, c'est-à-dire les séances de préparation, etc. Donc petit à petit, on apprend aussi la mécanique générale, puisque tout le monde doit travailler ensemble dans un tel festival. Et 5000 bénévoles, donc il y a du monde qui est là et qui est au fourneau. Vous êtes aussi passé par le mandat nourriture, là, stand de qualité, contrôle de qualité. Qu'est-ce que vous y faisiez concrètement? Bon, d'abord, je sais qu'il y a des goûteurs secrets au Paléo. Ouais. Vous étiez un goûteur? Ouais. Et là, je peux me montrer maintenant, parce que je ne serai plus, mais oui, je faisais partie des goûteurs. Si vous voulez, moi, j'aime manger, faire la cuisine. Enfin, d'ailleurs, comme plein de gens dans Paléo, ça fait partie de la culture un peu de l'organisation. Beaucoup de gens vont au Paléo, d'ailleurs, pour la nourriture et pas pour la musique. Effectivement. Alors, ils vont pour les deux, j'espère, mais ça fait partie, effectivement, de l'expérience Paléo. On vient manger, on a ses rendez-vous habituels, puis on découvre des nouvelles choses. Et c'est vrai que, en tant que journaliste, j'ai travaillé notamment pour À Bon Entendeur. J'étais producteur d'À Bon Entendeur pendant 8 ans, donc j'avais une certaine expérience, je dirais, des tests. Et donc, à un moment, on s'est penché sur la manière dont on testait, on choisissait les stands, etc. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à participer aux goûteurs. Ouais. Et là, votre secret, c'était quoi? Parce que vous enfilez 10 burgers à la suite, j'imagine que c'est pas toujours facile, même si on aime la nourriture. Ouais, alors il faut avoir des amis avec qui on partage, ou même des fois dans la foule, je goûtais, puis après je proposais aux gens, c'est dommage de jeter, donc je proposais aux gens de goûter. Après, tout le monde me dit « Ah, c'est vachement chouette de faire ça parce qu'on doit bien manger », mais pas tellement parce que j'étais dans les goûteurs qui goûtent les stands qui ont été signalés comme ayant des problèmes. Donc je connais bien les mauvais stands du festival. À la fin du festival, je peux vous dire là où il ne faut pas aller manger en général. Les stands qu'il ne faut pas rater, ça serait lesquels comme ça dans vos souvenirs qui sont là chaque année, du coup?
Oh, il y a un stand qui chaque année a des très bons scores. C'est par exemple un stand qui s'appelle les Bougainvilliers. D'ailleurs, ils sont basés à Gland. Hein. Ils font des glaces, mais aussi des plats salés avec des glaces. Chaque année, au Village du Monde, il y a des découvertes intéressantes puisqu'on renouvelle. Puis après, il y a des classiques. Il y a curry vert, curry rouge qui existe, je pense, depuis 35 ans, qui n'a pas changé. C'est vraiment alors, une constance totale dans les goûts et la qualité. Donc voilà, il y a les deux. Hein. Vraiment, il y a les deux dans l'offre. Ouais, et ça, c'est le futur secrétaire général du Paléo qui nous dit donc à ne pas rater cette année si vous y allez. J'ai pu lire dans un article que Paléo, vous avez changé, que grâce à Paléo, vous êtes un tout autre homme. Comment Oui. Comment est-ce que Paléo vous a changé? Bon, je pense en termes déjà d'intégration. Moi, j'ai grandi à Beugnin, mais je ne suis pas d'origine vaudoise, etc. Et le fait, quand on est dans l'organisation de Paléo, on est amené à connaître une multitude de gens de la région. C'est une forme d'ancrage. Mes racines locales sont des racines Paléo en quelque sorte. Et puis, comme je l'expliquais, étant responsable d'une scène, à 23 ans, je me suis retrouvé à la tête d'une équipe de 25 personnes qui étaient tous plus âgés, plus musclés et plus tatoués que moi. Et donc, et bénévoles, donc pas payés pour travailler. Donc, c'est une bonne école de vie et de management, enfin, entre guillemets, mais de gestion d'équipe. Et j'ai toujours pas de tatouage. Pas de tatouage et pas de drogue, vous m'avez dit tout à l'heure en préparant cette émission. Donc finalement, la tête sur les épaules. Bah, quand on gère une scène comme la grande scène, c'est difficile d'être en même temps sous l'effet d'un psychotrope. Donc, même si, comme je suis assez calme de nature, les gens pensaient que je prenais des choses. Mais j'ai jamais pris de drogue en travaillant à Paléo, non. Et là, deux futurs objectifs, j'imagine, en tant que futur secrétaire général. Comment est-ce que vous souhaitez apporter votre patte à vous, notamment avec votre parcours de journaliste? Là, c'est compliqué parce qu'on est quand même... J'arrive dans une organisation qui fonctionne très bien, à laquelle je fais partie depuis pas mal d'années et où il n'y a pas vraiment de besoin de révolutionner les choses. Mais en même temps, on est confronté, Paléo, comme toutes les manifestations, à des modifications d'habitudes des publics, les rajeunissements, les réseaux C'est même une période sociaux. de transition, quelque part, j'ai envie de dire. On sait qu'il y aura des futurs aménagements, de la grande scène, etc., et des lieux. Et puis aussi, tous ces fondateurs du Paléo qui vont finalement passer le témoin. Donc vous arrivez quand même dans une période de transition. Comment vous envisagez, du coup, la suite? Ben, concernant effectivement le départ progressif des fondateurs, si on peut les appeler comme ça, effectivement, c'est une période où il va falloir que chacun retrouve ses marques, en fait. Et moi, je vais participer à ça, mais plutôt dans une idée de continuité, parce que, encore une fois, l'organisation fonctionne bien. Après, effectivement, en 2020, le festival va être amené à changer pas mal d'urbanisme, en raison de la construction du dépôt d'Union Saint-Cergue sur une partie du terrain. Donc ça nous oblige à revoir. Mais c'est plutôt une chance pour l'organisation, pour le festival, aussi pour le public finalement. On va proposer un visage assez neuf en fait. Les gens, quand ils rentreront sur le terrain, verront des choses qu'ils n'ont pas encore vues. On travaille dessus. Alors c'est un gros défi parce que là, on connaît jusqu'au moindre boulon, la moindre vis, la moindre planche sur un plancher, on sait qu'elle doit y être. Ouais. Le Paléo qui vous ferait rêver justement pour l'avenir, ça serait lequel? Moi, ce serait un Paléo qui continue à offrir ce qu'il fait depuis plus de 40 ans, c'est-à-dire une expérience un peu globale à des gens de différentes générations. Je trouve que, moi qui viens de la télévision, où on est très confronté à la problématique des différents publics d'âge, hein, c'est-à-dire les gens de plus de 50 ans ne regardent pas du tout la même chose que les moins de 25 ans qui actuellement ne regardent plus la télévision, par exemple. Et c'est une complexité quotidienne de comment on s'adresse à tous ces publics. Paléo, étonnamment, arrive à s'adresser on a je ne sais pas combien d'enfants, suivant les soirs, jusqu'à... Je ne connais pas la doyenne des spectateurs, mais disons, je trouve que c'est une vraie force. Je suis assez fier d'être dans une organisation qui est capable de fédérer et de réunir autant de générations. Mario Fossati, merci pour ces précisions. Merci. Et puis on se réjouit de découvrir surtout votre travail au Paléo et de vivre finalement ces Paléos en votre compagnie. Merci Bonne beaucoup. suite à vous. Merci. Le 73e Giron de Nyon aura lieu du 26 au 30 juin prochain. Il se tiendra pour la première fois à Nyon, plus exactement sur le terrain du Bois Bougie. Florian Cavalieri est allé à la rencontre des organisateurs. Oui, alors on se trouve sur la parcelle où va se dérouler le Giron 2019 de la FJDN, à Bois Bougie, à quelques mètres au fait du tennis club de Nyon. Voilà, le fameux Giron de la jeunesse de Nyon, c'est une nouveauté, c'est une première, un Giron en ville.
Oui, c'est le premier en 73e édition qui se fera en ville. Nous amenons une fête villageoise en ville. Enfin, une fête villageoise en ville et puis bien, c'est fait sous l'égide de la jeunesse de Nyon, une jeunesse de Nyon qui est toute jeune, toute récente, 3 ans que cette jeunesse est constituée. En effet, c'est juste, ça fait 3 ans. Et nous, on a créé un comité d'organisation avec ces jeunes pour pouvoir réaliser ce giron qui se déroulera du 26 au 30 juin de cette année, donc 2019. Ouais, parce que j'allais dire, vous êtes un petit peu vieux pour faire partie de la jeunesse de Nyon. Vous êtes là, on peut le dire, en tant que nounou, babysitter de cette jeunesse pour les aider à organiser ce giron. Et puis un giron, il y a des recettes pour qu'il soit réussi, des impondérables. Vous êtes en charge de l'infrastructure. Comment sera implanté ce giron ? Alors nous allons monter une cantine de 25 mètres par 45 mètres avec une tonnelle de 20 mètres de circonférence, un caveau, enfin toute la tradition habituelle. Voilà, pour pouvoir faire les joutes, alors pétanque, volley et concert, c'est ça hein ? Tout à fait. Et puis, bien justement, ce giron, ce 73e giron a lieu ici à Bois-Bougie. Il y avait tout de même une petite interrogation sur ce lieu. Oui, alors effectivement, c'est un lieu un peu particulier parce qu'on est proche quand même de certaines personnes qui ont leur domicile, y compris un hôpital privé. Et pour l'instant, on est en attente d'une autorisation définitive, bien qu'on l'ait déjà reçue le 5 octobre par la commune. Mais on a entendu dire qu'il allait y avoir des recours qui vont être émis par rapport à ce giron sur le lieu actuel. Alors il va falloir convaincre, montrer que vous maîtrisez la situation et pour ça vous avez déployé un service de sécurité. Quel va être son rôle ? Alors nous avons l'obligation de prendre un stand prévention, tout ce qui est pour alcool et tabac. Il y a aussi un groupe de sécurité qui va venir jusqu'à 7 agents en soirée et de toute façon 2 agents toute la journée sur place. Alors est-ce que vous pourriez me rappeler combien de personnes s'occupent d'organiser ce grand festival ? Alors, nous sommes une quinzaine de personnes à organiser cette organisation de ce giron entre mon collègue qui s'occupe de l'infrastructure, moi-même en tant que président du comité d'organisation. On a un vice-président qui est le président des jeunes. Et ensuite, on a des parrains et marraines qui nous aident entre secrétaires, vice-secrétaires. C'est beaucoup de travail au fait administratif également parce qu'il faut qu'on cherche des sponsors et c'est pas évident donc on en attend toujours donc ils sont bienvenus si ils veulent nous soutenir pour ce giron. Voilà un comité d'organisation qui recherche des bras et des finances. Ça aura lieu du 26 au 30 juin. On est à quelques mois de cet événement. Qu'est-ce qui reste ? Est-ce que vous allez déjà débuter la construction ? Nous allons commencer à monter le caveau le 1er mars et nous avons besoin de 250 bénévoles pour toute la manifestation. Ok, messieurs, merci beaucoup et puis bonne chance pour ce 73e giron des jeunesses du district de Nyon. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci bien. La présidente du conseil communal de Nyon arrive à mi-mandat. Retour en images sur les 6 premiers mois de la première citoyenne de Nyon, Véronique Burki, au micro de Florian Cavalieri. Je vous remercie d'avoir répondu à la convocation et vous souhaite la bienvenue à cette séance du 26 janvier 2019. Avec la pause des fêtes de fin d'année, la présidente du conseil communal est arrivée à mi-mandat. Voilà donc plus de 6 mois que Véronique Burki préside les séances mensuelles qui réunissent exécutifs et législatifs. La première fois que je me suis assise sur le fauteuil, mais j'étais en pleine panique. Je crois que je me suis bu 3 bouteilles d'eau. C'était une catastrophe à la fin du conseil. J'avais qu'une envie, c'était d'aller au pipi room. Et je n'en pouvais plus, je me disais mais que ça finisse, donc j'en balbutiais, je ne savais plus ce qu'on me disait et bon finalement je m'en étais assez bien sortie, mais une fois le premier passé, le deuxième est déjà plus simple. 6 mois qui n'ont donc pas été de tout repos. Du perchoir, la présidente a notamment dû mener les débats sur le budget 2019 déficitaire et la hausse d'impôts proposée par la municipalité. Bon, il y a eu 2 temps forts, évidemment, c'est la hausse d'impôts, forcément, et après la présentation du budget. Ça a été vraiment les 2 sujets très très forts. Ensuite de quoi, chaque fois qu'il y a des nouveaux projets,
dit éphémère, ça crée toujours beaucoup d'émotions et pour le coup, c'est assez vivant. Et même pour une politicienne expérimentée, tenir le rôle de présidente du conseil communal peut se révéler être un exercice délicat. Le boulot, c'est déjà lire tous les rapports, ce qu'on ne fait pas forcément toujours quand on est conseiller communal. C'est surtout lire toutes les réponses, c'est essayer d'imaginer qui va intervenir, comment. Ça donne pas mal de boulot, mais c'est intéressant de le voir différemment en étant neutre. Et ça, c'est, je dirais, la partie la plus difficile au final. C'est ce droit de réserve, ne pas avoir à s'exprimer quand on sait que, pour moi, c'est très compliqué. Car finalement, le plus difficile pour l'ancienne commerçante et présidente de la SIC, connue pour son franc-parler, c'est de rester neutre lors des débats. C'est très très difficile, alors on m'a quand même dit que bon, j'avais tendance à faire quelques mimiques, alors j'essaye de travailler dans ce sens, et me taire et plus faire de mimiques, ni d'avoir l'air excédé, ni de rigoler. Et ça franchement, non, pour moi c'est extrêmement difficile, mais on s'y fait. Heureusement, la présidente peut s'appuyer sur le règlement du conseil ainsi que sur la secrétaire du bureau, une véritable encyclopédie vivante. Elle sait tout, elle connaît tout, donc on peut complètement se reposer sur elle. Le moindre doute, on peut lui poser la question, elle aura la réponse. Mais la présidence a aussi ses bons côtés. Première citoyenne de la commune, elle se plie avec délice au protocole de la fonction. C'est plutôt les gens qui vous voient différemment. Tout d'un coup, ils vous appellent Madame la Présidente, vous êtes la première dame de Nyon. Je vais rencontrer des nonagénaires, leur souhaiter bon anniversaire. Bon, c'est très mignon la manière dont ils vous accueillent. Oh, vous êtes la Présidente du Conseil. On a l'impression qu'ils ont accueilli la Reine d'Angleterre. Bon, alors, j'évite de m'habiller comme la Reine d'Angleterre, mais c'est assez amusant. La présidence de Véronique Burki se terminera en juin et l'élu devra à regret retourner au relatif anonymat des bancs du Conseil. Après une ultime et traditionnelle sérénade, elle cédera sa place à un autre président, élu en fonction du tournus des partis. À bientôt. Fini les surfaces administratives, commerciales ou les activités de logistique sur le terrain de Champ-Colin. À l'avenir, la zone économique devrait accueillir plus d'artisans et à la nuit tombée des activités plus ludiques et culturelles. Un sujet signé Florian Cavalieri. Alors on est au plein centre de la zone de Champ-Colin où on vient de déposer un plan d'affectation pour cette zone. Donc on est un peu au nord de Nyon, à proximité de l'hôpital, dans un endroit central pour Nyon. Puis c'est le dernier endroit où on essaie d'avoir une activité industrielle et artisanale. Voilà, et mardi dernier, vous avez fait une séance d'information publique pour présenter ce PPA Champ-Colin zone d'activité. 3 objectifs derrière et notamment le premier, favoriser le secteur secondaire. Oui, parce qu'en fait, on a une zone qui est déjà une zone artisanale et industrielle, mais où il y a un certain nombre d'activités tertiaires qui sont installées, des bureaux, ce qui nous pose quelques problèmes. Donc, on a fait une zone réservée. La municipalité a déposé une zone réservée pendant quelques années pour pouvoir faire un plan d'affectation, ce qui est fini maintenant. On a abouti à un plan et un règlement qui est lié, qui va être soumis à l'enquête ces prochains jours. En d'autres termes, on pourrait dire que la municipalité cherche à gérer son développement et à favoriser, comme vous l'avez dit, les zones d'artisanat ici pour que justement des activités à faible plus-value, on pourrait peut-être le dire comme ça, puissent se développer à Nyon. Oui, parce qu'une ville de 20 000 habitants maintenant, on a aussi besoin de petits artisans, on a besoin de carreleurs, de plein de métiers comme ça, ce qu'on appelle le secteur secondaire, et qui doit rester ici, alors qu'on a d'autres endroits pour le secteur tertiaire qui est possible. Donc voilà, on essaie de préciser dans ce PPA qui existe déjà, hein, la zone industrielle artisanale de Champ-Colin existe déjà, mais on a dû préciser certains éléments et réglementer pour garder cette économie qui est vraiment nécessaire à la ville de Nyon. Alors l'objectif, c'est aussi de pouvoir mutualiser l'utilisation des zones et de favoriser, d'autoriser des activités complémentaires. Alors c'est un peu dur à dire comme ça, mais en décrypter, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, les zones artisanales industrielles sont souvent utilisées la journée, mais c'est vrai que le soir, il n'y a plus rien, elles sont mortes. Et puis, il y a des places de parc aussi qui sont à disposition. Donc, l'idée, c'est de mutualiser ces places de parc et certains locaux où on pourra avoir d'autres activités, qu'elles soient de loisirs ou culturelles, qui seraient liées. Donc, ce n'est pas d'attirer ou de mettre à disposition des surfaces pour la culture, enfin, pour des activités culturelles en tant que telles, mais c'est surtout pouvoir utiliser éventuellement certains bâtiments ou des étages et les places de parc qui sont liées. Alors, pas de boîte de nuit ici, pas de karting par exemple, pas de club de tennis, mais on pourrait imaginer par exemple sur le bâtiment du SI un mur de grimpe. Voilà, par exemple. Donc, l'idée, c'est vraiment pas que ça rentre en concurrence avec le secteur tertiaire, avec l'artisanat ou l'industriel, mais que ça vienne en complément. Et dans ce cadre-là, on pourrait l'autoriser dans cet espace. Alors, la mise à l'enquête a lieu à partir du 3 février prochain, du 2 février, je crois, jusqu'au 3 mars. Et puis ensuite, qu'est-ce qui va se passer ? Alors après, on va devant le conseil communal pour demander son approbation. Et ensuite, c'est le canton qui donne son OK final pour la mise en vigueur du plan d'affectation. On vous a bien entendu, le but c'est de maîtriser finalement, d'avoir une maîtrise de son sol pour la ville d'Oignon et notamment pour votre service, celui de l'urbanisme. Vous avez parlé des activités tertiaires, ces activités, où est-ce que vous souhaiteriez qu'elles se développent ? Alors, les activités, ça, il y a des endroits, on a Terrebonne qui n'est pas très loin, on a la Petite Prairie, même à Nyon, il y a des espaces il y a suffisamment d'espace pour les activités tertiaires, donc ce n'est pas un problème. Par contre, c'est l'inverse, c'est les activités secondaires, les artisans qui commencent à sortir de la commune et à s'éloigner du lieu où les habitants habitent. Et c'est là qu'on souhaite régulariser cette zone pour permettre justement d'avoir une activité en lien avec les personnes qui l'utilisent. Il y avait eu aussi un postulat au printemps dernier d'un conseiller communal vert qui demandait à ce que les clean tech soient développés à Nyon, notamment à Chancolin. Est-ce que ça rentre dans le cadre de ce plan d'activité, de ce PPA, pardon ? Oui, alors les clean tech peuvent rentrer là pour autant qu'ils répondent à ces critères de transformation, production ou réparation de certaines choses. Donc ça peut tout à fait répondre à cette zone. Et vous me confiez que ce nouveau visage de Chancolin, finalement, ça pourrait aller assez vite. Oui, dès que le plan d'affectation est accepté par le canton, on peut le mettre en vigueur et surtout lever cette zone réservée, donc permettre la continuation du développement de cette zone, puisque maintenant tous les permis de construire ou les modifications sont bloqués. En ce début d'année, l'exécutif glandois a publié un bilan de mi-législature dans un souci de transparence et d'information envers le conseil communal, mais aussi envers ses habitants. Un document qui atteste les réalisations les plus marquantes depuis les 2 dernières années, mais qui met aussi en image les ambitions futures pour les 2 années suivantes. On en parle avec le syndic de Gland, Gérald Créteny, et Thierry Genoux, municipal en charge des bâtiments et de l'urbanisme. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous. Alors le document, il est là. Il est beau, hein, ils l'ont dit. Hein. Et c'est écrit noir sur blanc que la législature souhaitait promouvoir la cohésion sociale et faire du changement un outil de progression de la qualité de vie des habitants de la ville de Gland. J'aimerais savoir, fin 2018, Gérard Créteny, le bilan, qu'est-ce qu'il en est ? Gérald d'abord. Gérald. Alors, le bilan fin 2018, c'est tout d'abord la réalisation et la fin de la réalisation de toute une série de projets qui étaient déjà en route, mais qui vont vers l'amélioration de la vie des habitants, tels que par exemple la place de la gare et le passage sous voie qui ont été l'un des éléments majeurs du changement de la centralité. Et puis aussi la mise en place, et c'est ce qu'on essaie de démontrer là, c'est qu'avec cet outil du changement qui fait qu'il y a des projets qui arrivent, qui fait aussi que ces changements peuvent se passer tant à l'interne qu'à l'externe, dans l'organisation communale que dans les différents projets avec la population, eh bien, on peut chaque fois rajouter une couche qui nous permet d'aller soit plus proche de la population, soit par exemple à l'interne, d'offrir, on le dit d'ailleurs, on a commencé à travailler sur un programme par exemple Admin 2.0 qui nous permet d'avoir ensuite une administration 24 heures sur 24 et qui permet beaucoup de disponibilité par rapport à la population. Vous avez parlé de ce temps fort, l'aménagement de la gare. Je crois que les Glandois se sont vraiment ont pris part et possession de cette place. Thierry Genoux, quelle vision vous faites pour l'avenir de cette place qui est finalement aujourd'hui propre aux Glandois, la place de la gare ?
Alors c'est vrai que la place de la Gare a été vraiment un temps fort de ces dernières années, en plusieurs étapes, et ce n'est pas fini, puisqu'on l'a dit lors de l'inauguration du passage inférieur, qui a vraiment été une construction importante au niveau nuisance aussi pour le voisinage et au niveau technique. Mais je dirais que ça s'inscrit dans un processus vraiment global de modification de cette gare des années 30, on va dire, qui passe maintenant à une gare d'aujourd'hui et probablement encore plus performante, je dirais, dans les années futures, puisqu'on a pas mal de projets autour de cette gare. Mais c'est vrai que les Glandois se sont bien appropriés. Le marché a fait aussi énormément de comptants et de gens qui vont sur cette place de la gare. Les commerces locaux aussi ont beaucoup joué le jeu. Donc il y a vraiment une bonne ambiance et une bonne animation de cette place de gare, même dans les phases hivernales où on a quand même ce marché qui continue à faire venir les Glandois sur cette place. Dans le document, vous mentionnez également la volonté de donner au centre historique du Vieux-Bourg un aspect accueillant, un projet qui prend du temps, hein. Il commence en 2014 et se terminera en 2024. Qu'est-ce qui fait que ça prenne finalement autant de temps ? Alors, c'est relativement simple, hein. C'est un gros projet qui met en évidence déjà les sous-sols, puisque on est parti de la volonté de modifier des canalisations et des évacuations d'eau qui datent de nombreuses années, hein, qui datent des années 40. Donc c'est vrai que c'est très complexe. Après, on doit fédérer les habitants, parce que ça se fait aussi avec les habitants du Vieux-Bourg. Et on parle beaucoup de mutualisation des infrastructures. Donc c'est vrai que là aussi, il y a une volonté, alors qui n'a pas reçu toujours un très très bon accueil de la part des habitants. On comprend bien que c'est une grosse modification. Donc c'est vrai que c'est un projet qui va voir le jour ces prochains mois, hein, qui devrait vraiment passer à l'enquête publique ces prochains mois, et qui verra vraiment les habitants et les citoyens contents de la modification de ce vieux bourg, je dirais. Des canalisations qui vous font aussi souffrir dernièrement, vous souriez. Quels ont été les plus gros imprévus justement auxquels il a fallu faire face ces dernières années, Gérald Crétoni ? Bon, alors vous avez soulevé la question des canalisations. C'est vrai que nous avons des canalisations qui datent de 1923 dans un petit secteur encore de la ville et que l'on doit mettre à jour. Dans les imprévus directement à gérer, je pense que nous n'avons pas eu enfin moi je n'arrive pas à relever d'imprévu, je dirais, qui était majeur dans le cadre de la gestion de la ville ces dernières années. Je ne sais pas si mon collègue Thierry en a peut-être à relever. Non, disons qu'on fait en sorte qu'il y ait le moins possible d'imprévus et puis de gérer au mieux ces petites péripéties de la vie d'une commune comme Gland. Mais c'est vrai qu'on est en pleine mutation, on est en plein développement et du reste, la municipalité, avec l'aide de l'administration, ça faut le dire, on a des collaborateurs absolument efficaces. Et là, je crois qu'on essaie de faire au mieux le plus rapidement possible puis de réagir surtout aux messages de nos citoyens. C'est d'ailleurs l'un des, si j'ose, c'est d'ailleurs l'un des éléments qu'on donne en conclusion de notre programme, de notre bilan, c'est de dire c'est le travailler ensemble. Et je crois qu'au niveau de l'administration en particulier, la volonté est effectivement de pouvoir avoir une vision très transversale des choses, faire que les services puissent travailler ensemble, puissent aller en avant pour le bien de la population. Et c'est vrai que ça évite beaucoup de problèmes, de petits problèmes qui se résolvent comme ça d'une manière absolument simple et sans trop de fracas. Et vous mettez en avant un mot très fort, hein, ambition. Donc concrètement, quels sont les gros projets que vous allez mettre en avant et mettre en œuvre ces prochaines années ? Alors, ces prochaines années, il y a tout d'abord des éléments qui sont peut-être pas forcément très sexy au niveau de la population, mais c'est tous les éléments internes, hein, de développement d'une administration plus digitale. Alors les avantages pour la population, c'est très clairement le fait de l'accès, le fait de faciliter les choses et de faciliter aussi l'information. Et puis, nous avons une série aussi de petits programmes dans le cadre soit de la culture, soit des sports. Enfin, petits programmes. Les sports, l'un des gros programmes, c'est quand même le fait de pouvoir arriver avec piscine et patinoire à terme à Gland. Patinoire, j'allais y venir justement. La patinoire régionale, vous n'en faites pas du tout mention dans ce document. Pourquoi ? On est au début en fait de ce travail par rapport à la patinoire. On a avancé déjà les idées concernant la piscine. Actuellement, donc, pour revenir à ce sujet, on en était au stade où on devait décider entre le site de Montoli et les pommiers. Donc comment est-ce qu'on avance ? Ouais, alors,
On avance pas à pas. C'est vrai que c'est des gros projets. C'est des discussions qui doivent être au sein de l'administration, de la municipalité et aussi avec Région Nyon. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui va nous occuper le premier semestre pour définir clairement. Du reste, on a une réponse à l'interpellation de M. Girardet au conseil communal qui va passer la semaine prochaine et où on explique vraiment le pas à pas de cette... alors c'est vrai qu'un municipal donne l'information qu'on va faire une patinoire à Gland, mais c'est tout un processus extrêmement complexe pour mettre en avant... Mais elle sera là, cette patinoire, finalement, à Gland ? Bien sûr. Donc on y compte bien. Du reste, la réponse à l'interpellation dit bien qu'à la fin, la municipalité est vraiment partante et moteur pour une patinoire à Gland qui sera, on espère, couplée avec une piscine dans un premier temps ou un deuxième temps à voir. Mais c'est vrai que c'est des gros projets et qui chargent énormément l'administration communale avant d'aller vers Région Nyon pour parler de financement. Mais c'est vrai qu'on est moteur dans la patinoire, c'est juste. Est-ce que la patinoire régionale temporaire de Pérois est venue finalement changer votre calendrier dans l'ordre des choses ? Non, absolument pas. Ça n'a rien à voir, je dirais, avec ce calendrier-là. Le calendrier des patinoires, nous, on a plutôt une réflexion sur la question, effectivement, de la multiplicité des patinoires mobiles et temporaires, et de se dire, mais finalement, on avait déjà eu ce projet à une époque de patinoire à Gland, et on estime que pour la région, c'est quand même un atout qui est majeur que le fait d'avoir une telle installation. Et puis peut-être encore juste pour terminer sur la question des grands projets, c'est rappeler aussi tout le projet qui concerne finalement quelque part un petit peu la finition de la gare, parce que on a fait Gare Nord, on a tous les aspects des quais, etc., qui ont été refaits, et puis on a Gare Sud, où il y a un grand terrain qui appartient à la commune, et sur laquelle on espère pouvoir y construire d'ici certainement quelques courtes années, de nouveaux bâtiments, mais qui comprendraient également une nouvelle administration, puisque actuellement, on est extrêmement serré dans nos locaux actuels. Donc ce qui permettrait de centraliser encore plus, finalement, l'administration par rapport à la localité. Les choses bougent et avancent, c'est ce que vous nous dites. Votre ville de rêve pour Gland, ça serait laquelle, Thierry Genoux ? C'est qu'on arrête de nous parler d'une ville dortoir, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on entend ce qualificatif. Alors c'est vrai qu'il y a énormément de vie à Gland. Du reste, les gens qui viennent habiter Gland se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses. Du reste, la municipalité est assez active dans tout ce qui est associatif. On n'a pas parlé du Collège des Perrerets où on aura une nouvelle salle de gym, mais ça fait aussi des nouveaux locaux pour les associations, pour les clubs sportifs, la culture aussi. On essaie vraiment de dynamiser pour donner une qualité de vie à nos habitants et aussi à la région, parce que je crois qu'on est dans une région et on doit fonctionner région. Et on donne une qualité de vie avec des installations, avec des facilités pour nos citoyens. Et ça, je pense que pour une municipalité, c'est vraiment de donner tout ce qui est possible à nos habitants pour qu'ils soient bien à Gland. À Nyon, à titre de comparaison, justement, la municipalité intègre les habitants au sein de ces conversations pour les aménagements futurs. Gérald Créteny, est-ce que ça serait envisageable à Gland ? C'est tout à fait envisageable. À Gland également, hein. On l'a déjà fait. Donc ce n'est pas une nouveauté pour nous que de faire participer les gens à des ateliers. On l'a vu pour Iconot, par exemple. On l'a vu pour des projets. On avait déjà depuis 2010 des projets qui se sont mis en route avec cette vision participative. Donc ça, c'est tout à fait envisageable. Gérald Créteny et Thierry Genoux, merci d'avoir été avec nous et bonne suite à vous. Merci. Merci. La saison du bûcheronnage est lancée. Cet hiver, la quantité de bois récolté sera moins élevée que d'autres années. La cause aux tempêtes de janvier et aux importantes périodes de sécheresse estivale. Les réponses et toutes les explications en images. Des gestes nets, précis, mais surtout réfléchis. Dans quelques minutes, Michael va abattre ce chêne, une intervention qui se fait dans le respect des règles de la nature. Quand on arrive au pied de l'arbre, on va déjà regarder l'état de la plante. On va faire ce qu'on appelle un examen de l'arbre, ce qui permet de définir où se trouve le poids de l'arbre, si le tronc est droit, s'il y a des difficultés pour l'abattage. Et ensuite, on va donc nettoyer le pied pour éviter de désaffûter la machine. On enlève la mousse. Puis après, je vais faire une entaille de direction qui va me permettre de donner le sens d'abattage. Une fois que j'ai fait ça, je la vérifie en mettant donc mes mains entre les jambes et en remontant droit avec les bras bien tendus, ce qui me donne vraiment la direction d'abattage. Ensuite, je vérifie si on est au bord d'une route que mes sentinelles sont en place.
histoire de bien sécuriser la zone. Je crie attention et ensuite j'abats mon arbre. En hiver, la saison du bûcheronnage est utile à la vitalité et à la stabilité de nos forêts. Ici, à Crassier par exemple, les forestiers interviennent en plaine sur des forêts de chênes. Objectif, rendre la forêt attractive, mais aussi pérenniser la biodiversité et améliorer la reproduction de certaines espèces, en faisant notamment de la place. Non, vraiment pas au hasard, il y a toujours une raison. Donc c'est quelque chose d'assez... Disons que le martelage, le marquage des arbres, c'est quelque chose où on essaie d'être le plus objectif possible, avec une certaine subjectivité. Donc on doit tenir compte de pas mal de paramètres. Donc déjà, quel est l'âge du peuplement, quel est son historique, qu'est-ce qu'on veut atteindre par rapport à cette forêt. Et ça, c'est souvent en fonction des différentes fonctions de nos forêts, qui sont soit des fonctions de production, des fonctions sociales par rapport à la détente, des fonctions protectrices, des fonctions paysagères, ou au niveau de la biodiversité. Avec une particularité cette année, puisque la quantité de bois récolté sera moins élevée. La forêt ne va pas forcément sur une année des plus reluisantes. Les arbres ont une espérance de vie très longue, donc un cycle de vie très long, et ne s'adaptent pas forcément à des modifications de climat qui sont relativement rapides. Donc les contre-coups de la sécheresse d'année passée vont faire qu'il y a pas mal d'arbres qui ont eu un déficit hydrique, donc ils n'ont pas eu assez d'eau pour se développer. Il risque d'y avoir beaucoup de dégâts au printemps, surtout de l'épicéa, qui est une essence très sensible, avec un parasite qui est tristement connu, qui est le Botrytis typographe. On sait qu'il y a aussi des problèmes de plus en plus avec le frêne, où une nouvelle maladie apparue il y a quelques années est en train de décimer le frêne, et la majorité vont disparaître ces prochaines années. Tous ces bois qui arrivent sur le marché, surtout au niveau de l'épicéa, font que les prix et le marché du bois est en forte diminution. Je vais venir ici. En Suisse, la gestion des forêts est régie par une des législations les plus sévères au monde. Chaque commune possède son plan de gestion, un document directeur qui définit l'historique de la forêt, son état de santé et les buts à atteindre. Chaque coupe est soumise à une autorisation et est décidée au préalable par un garde forestier. Pour faire forestier, il faut aimer la forêt. Et pour rester en forêt, il faut vraiment aimer cette forêt. Véritable gestionnaire et garant du futur de nos forêts, les forestiers pourraient donc être inquiets pour leur avenir, car aujourd'hui la nature est avant tout malade de l'homme. Deux journalistes de la région ont fondé le magazine trimestriel Ici Bazar, rencontre avec ce couple de nomades à la recherche de portraits passionnants sur les routes de l'Europe, un sujet signé Rodolphe Henner. C'est l'histoire d'un van Volkswagen, d'un couple de journalistes et d'un magazine trimestriel dénommé Ici Bazar. Il y a 4 ans, Cécile Gavlac et Alexis Volin décidaient de quitter la région nyonnaise pour partir voyager. On a quitté la Suisse parce qu'on avait besoin de changer de mode de vie. On avait besoin de ressentir une espèce de liberté fantasmée et de se confronter à elle, quoi. Et on cherchait également un lieu pour vivre ailleurs. De lieux pour vivre, ils en ont trouvé plusieurs, puisque leur bus leur permet de se déplacer au gré de leur reportage entre la Grèce et la Bretagne française. Des reportages à mi-chemin entre le journalisme et le récit de voyage qui leur octroient des libertés que la presse quotidienne n'offre pas. Les Cahiers d'Ici Bazar, c'est à chaque fois donc un magazine imprimé sur une seule personne. Ce sont à chaque fois des sujets qui traitent du travail. Et donc il s'agit d'un long texte qui raconte tout le récit du reportage et une trentaine de photos qui agrémentent le cahier. Et à chaque fois il s'agit de personnes qui mêlent travail et passion. Et voilà, donc on raconte leur quotidien, leur choix, leur parcours
à travers texte et photos. Exemple avec leur prochain reportage consacré au Genevois Pierre Monera, un créateur de marionnettes chez lequel ils ont passé près de 15 jours. Salut. Ça va? Bien toi? Ouais, bien. Les peurs que j'aurais pu avoir sur l'organisation, sur la promiscuité, se sont évanouies extrêmement vite. Il faut dire qu'ils ont un savoir-faire, une délicatesse, une prévenance dans leur approche qui est vraiment très agréable et qui fait qu'on peut vraiment montrer, se livrer, partager en toute confiance. Car ce que recherchent les deux journalistes au long cours, c'est justement de prendre leur temps pour mieux s'immerger dans leur reportage. Les 3-4 premiers jours, c'est vraiment pour se connaître dans les deux sens et s'apprivoiser avec les personnes. Et puis au début, j'arrive avec des questions qui ressemblent aux questions qu'on peut préparer quand on est dans la presse magazine ou quotidienne. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'une fois qu'on a creusé cette première surface, et ben là émergent des questions qu'on ne pouvait pas prévoir à l'avance, qui viennent vraiment de la personne elle-même et de ses particularités. Alors c'est vrai qu'au bout d'un moment, l'intimité, les gens s'ouvrent plus à moi, il y a une sorte de confiance qui se crée. Je pose quand même la question au départ, est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas que je photographie, etc. Puis au fur et à mesure, ça se rediscute. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout de les voir travailler, les gens. Après, je ne vais pas forcément aller dans l'intimité si ce n'est pas nécessaire. Si ça a un rôle dans l'histoire, je vais essayer de le faire. Un point commun entre tous les artisans portraiturés par Cécile Gavlac et Alexis Volin, ils ont tous fait un pas de côté pour trouver un certain épanouissement professionnel. Cette histoire de sens, pour moi, c'est ce qui est vraiment important, parce que la vie est déjà assez absurde comme ça. Si en plus, ce qu'on fait sur cette planète n'a pas de sens, plus rien n'a de sens. Moi, c'est ça qui m'intéresse dans le travail. Une quête de sens qui les pousse à reprendre sans cesse la route à bord de leur minibus, véritable troisième larron de la bande. Le van, c'est lui qui nous permet de réaliser ces reportages parce que on se déplace, on n'a pas de frais d'hôtel, on peut rester le temps qu'on veut chez les gens, on dort dans le van, pas dans des campings, donc l'hébergement est gratuit. Souvent on nous dit mais vous n'avez pas de maison, est-ce que c'est pas trop dur de ne pas avoir de maison? Et souvent, en fait, on réalise que le van est clairement notre maison, en fait. Même si c'est tout petit, eh bien, voilà, c'est là qu'on se fait à manger, on dort tout le temps dans le même lit. C'est vraiment c'est comme une grotte, en fait, une espèce de cocon. L'histoire d'un couple, donc, d'un magazine trimestriel et d'un bus en route vers de nouvelles aventures. À suivre le débat en compagnie de Nasrat Latif, thématique de cette semaine. Les jeunes se mobilisent pour le climat. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien.